Bonjour, une très courte vidéo pour finir ce 4e chapitre à propos des rêveries réveil. Cela nous amène directement à la prochaine sous-section. La recherche sur les rêves est-elle devenue militarisée? La réponse évidente à la question ci-dessus est un court oui. Cela dure depuis très longtemps, au moins aussi longtemps que l'industrialisation. Et la plus grande partie s'est bien déroulée en coulisses. La recherche sur les rêves est très lucrative. Si vous voulez savoir ce que fait l'ennemi et comment changer les événements dans l'état de rêve en votre faveur. Dans un état de rêve, vous explorez différentes probabilités, puis vous décidez quelle probabilité deviendra réalité, c'est-à-dire la chronologie à laquelle vous choisissez de mettre votre énergie. Nous avons vu quelques films récemment qui évoquent le sujet du rêve, ou Christopher Nolan et Emma Thomas dans Inception, et peut-être d'ailleurs le plus intéressant d'entre eux. C'est très révélateur et nous dit en détail comment la recherche sur les rêves entre les mains des mauvaises personnes peut nous affecter tous. Je le recommande vivement, si vous ne l'avez pas encore regardé. Et comme d'habitude, Leonardo DiCaprio fait un excellent travail en tant qu'acteur principal. Le film pose également la question philosophique de savoir si nous vivons dans un rêve ou s'il existe une réalité. Et si oui, est-ce que la réalité où nous sommes maintenant, ou est-ce que je suis assis ici en train d'écrire un rêve? Une réponse courte serait encore une fois oui à cette dernière, mais nous allons en discuter plus en détail plus loin dans ce chapitre. L'article « La recherche sur les rêves a-t-elle été militarisée ?» de Cathy Morgan, elle-même liée aux relations du renseignement via ses liens familiaux à Carty, met en évidence des connexions entre l'élite globale de niveau intermédiaire intéressantes concernant Robert Moss, dont nous parlions dans la dernière vidéo. Madame Morgan conclut l'article en disant qu'elle espère que Moss a simplement pris sa retraite de tous ses liens secrets passés avec le gouvernement et a décidé de se consacrer pendant sa retraite à rêver de rechercher et son engagement à ses ateliers à l'Institut Esalen en toute innocence. Je suppose qu'elle lui demande de faire un amendement. Peut-être ou peut-être pas, parce que nous, les chercheurs de nouvel ordre mondial et de l'élite globale, savons qu'un agent de renseignement est toujours un agent de renseignement. Et cette déclaration, je crois, est vraie et vérifiable. Pourtant, il n'y a pas de contradiction si un ancien, dans ses années de retraite, l'agent de renseignement est en train de ramasser une vieille passion qu'il n'a pas eu le temps d'examiner pendant ses années productives en service actif. En outre, toutes les personnes qui travaillent dans la communauté du renseignement ne sont pas des personnes mauvaises. Je pense cependant que ces connexions valent la peine d'être soulignées parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui se penchent sur le phénomène du rêve conscient retrouveront Robert Moss tôt ou tard. Personnellement, quand je trouve des sources qui ont un lien assez évident, comme Moss, avec donc les services de renseignement, j'ai hâte de creuser dans leur matériel parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations précieuses là-dedans. Comprendre comment ces gens travaillent, ils ont besoin de nous séduire avec beaucoup d'informations réelles pour cacher la désinformation à l'intérieur de tout cela. Vivre dans un rêve. Vous n'existeriez pas s'il n'y avait quelqu'un pour vous imaginer, disent les Cassiopéens. L'univers a-t-il été rêvé par un être divin? Et vivons-nous tous en rêve? Eh bien, il y a certainement ceux qui réclament les deux, qui se réclament des deux. Si l'esprit subconscient connecté à l'état θ est où les rêves se produisent, et delta est le void, le vide, alors en effet, l'univers a été imaginé. L'idée que nous vivons dans un rêve est ancienne et même discutée par certains de nos anciens philosophes. Dans les temps plus modernes, il a été également réaffirmé par certaines de nos sources canalisées, mais pas par toutes. Certains des canaux semblent signifier d'une manière littérale, tandis que d'autres, je crois, l'évoquent comme une métaphore pour que nous, les humains, puissions plus facilement comprendre certains concepts.
Seth, par exemple, passe plusieurs chapitres et presque un livre entier sur ce sujet. Et pourtant, ce qu'il décrit, c'est comment fonctionne la multidimensionnalité. Je pense que c'est génial lorsqu'il est utilisé dans ce concept. Parce qu'après tout, nous pourrions dire que les rêves et la multidimensionnalité sont une seule et même chose. Il appartient à notre monde intérieur que personne ne peut former sauf nous-mêmes. Certains peuvent objecter instantanément et dire que nous, humains en particulier, ne formons pas notre propre monde intérieur. Il est fait par des manipulateurs extérieurs. Eh bien, cela n'a pas d'importance si nous sommes manipulés, pas dans ce sens. Nous sommes toujours ceux qui créent notre propre monde intérieur, même s'il est manipulé. D'autres comparent l'univers à un hologramme très complexe, et toutes les réalités, dans toutes les dimensions, sont de nature holographique. Par conséquent, rien n'existe en dehors de nous-mêmes. Tout comme lorsque nous comparons notre existence à des rêves, les hologrammes feront aussi bien. C'est juste une autre façon de voir les choses. Tout émane de la même chose de toute façon, c'est-à-dire que nous sommes tous des esprits. Cependant, même si cela n'est pas vrai, car en fin de compte, nous sommes le néant, nous sommes le void, le vide. Donc, il y avait quelques notes que l'auteur appelle Dreamscape, espace du rêve, le subconscient mental. Tandis que moi, je le trouve plus précis et utile pour l'appeler le subconscient mental, puisque le subconscient enregistre tout ce qui se passe, qu'il soit éveillé ou non. Le subconscient, qui comprend l'état θ et l'état du delta, est le véritable esprit multidimensionnel. Sinon, il y avait une référence au livre de M. Paul M. Elfrich, qui s'intitule 7 sur les 7 SETH, donc le nom de ce personnage transdimensionnel qui communique avec Jane Roberts, je pense. Et le titre est donc Les origines de l'univers et des espèces. Un mythe intégral de la création consciente. Une troisième note à propos des programmes de transfert, les TVTP ou les TPP. Les transferts technologiques sont des programmes d'échange que le FIA, la force d'invasion alien, a avec les gouvernements de la Terre. L'AIF nous donne la technologie dont ils savent qu'ils ont besoin pour que nous, les humains, ayons à l'avenir plus de contrôle, alors que soyons à l'avenir plus sous contrôle, on va dire. Je reprends. Alors que les races d'étoiles en échange sont autorisées à enlever les humains et à faire des améliorations génétiques sur eux. Donc, avec ce programme en cours, l'AIF a une double victoire et peut faire d'une pierre deux coups. Sans compter qu'en plus, ce matériel, les humains victimes l'achètent. Cher. Et qui devient quasiment indispensable. Trop cher. Et voilà, d'autres références. Bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette fin d'article 4, de chapitre 4, des Wes Penry Papers, intitulé Après 2012, manuel pour la nouvelle ère. Au revoir et à bientôt.